Salut à tous mes chers amis avionautes, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour ce nouvel épisode du Steward Voyageur. Aujourd'hui, on revient aux sources et je vais du coup vous proposer un petit QCM pour le CCA. Si vous êtes en train de le préparer, c'est le moment ou jamais de vous entraîner avec ce tout nouveau quiz. Avant de voir en détail ce quiz qui se compose de 5 questions et évidemment les réponses et les explications qui vont avec, si tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire dès à présent et également à lâcher un commentaire positif et à mettre un petit like afin de continuer à faire vivre la chaîne. Je te rappelle que dans la vie de tous les jours, je suis chef de cabine dans une grande compagnie aérienne internationale et que du coup, je te partage aujourd'hui mon métier, ma passion, en te proposant de faire un petit quiz spécial CCA dans lequel j'ai mélangé un peu de secourisme et également de la sécurité, on va dire, un peu plus classique. Également, si ça t'intéresse, sache qu'il y en a déjà 2 autres qui sont en ligne actuellement. Je t'ai créé une petite playlist dans laquelle j'ai regroupé l'ensemble des vidéos dans lesquelles je traite du CCA. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour et à aller voir exactement ce qu'il en retourne. Comme je te l'ai dit, aujourd'hui on va du coup faire un petit quiz CCA, il y a 5 questions. On fait une question et je te donne la réponse et l'explication qui va avec dans la foulée. Du coup, je te propose directement d'aller voir la question numéro 1 que je t'affiche du coup à l'écran. Et elle est donc la suivante. En effectuant un survol de régions terrestres inhabitées, un équipage décide de consulter la composition du lot de survie obligatoire. Il peut trouver cette composition. Première réponse. Dans les conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien. Deuxième possibilité, dans le manuel d'exploitation. Troisième possibilité, dans la liste minimale d'équipements. Et enfin, dernière possibilité, dans les documents de certification de l'avion. Du coup, je te répète la question. Un équipage survole une région terrestre inhabitée et se demande de où peut-il trouver le lot de survie obligatoire. Donc parmi les 4 réponses que je viens de te donner et qui s'affichent en même temps à l'écran, à ton avis, où est-ce que l'équipage peut trouver tout ça? C'est très simple, dis-toi que c'est 99% du temps, ça se trouve dans le manuel d'exploitation, le MANEX dans le jargon. Et en fait, le MANEX, c'est tout simplement la bible de l'avion qui est rattachée à chaque avion et dans laquelle tu vas trouver toutes les informations nécessaires. À l'époque, ce MANEX, ce manuel d'exploitation, était sous format papier, donc de temps en temps, on voyait les ingénieurs venir récupérer l'ancien pour en mettre le nouveau avec les mises à jour. Aujourd'hui, évidemment, tout se fait de manière informatique via le Wi-Fi sur les tablettes, donc voilà, c'est sous format numérique, il faut souvent demander au pilote pour avoir accès au MANEX, mais toujours est-il que dans ce cas-là, la réponse c'est évidemment le manuel d'exploitation si les membres d'équipage qui n'a peut-être rien d'autre à faire durant son vol décident de vérifier la composition du lot de survie obligatoire. Question numéro 2. Les avions de transport de passagers pressurisés doivent être munis d'équipements d'oxygène de premier secours si ces derniers volent au-dessus d'une altitude de 13 000 pieds, 35 000 pieds, 22 000 pieds ou alors 25 000 pieds. Et attention, il faut bien lire la question. Les avions de transport de passagers pressurisés doivent être munis d'équipements d'oxygène de premier secours. On parle bien dans ce cas de premier secours. Du coup, je te répète, 13 000, 35, 22 ou 25 000 pieds. Et la réponse, c'est 25 000 pieds. Au-delà, à partir du moins de cette altitude, pour tous les avions qui sont pressurisés et qui transportent des passagers, le transport d'oxygène de premier secours est totalement obligatoire. Donc ça, c'est vraiment des chiffres à apprendre par cœur. Au quotidien, je te l'avoue, c'est pas quelque chose qu'on utilise, qu'on connaît par cœur, mais le jour de l'examen, il faudra bien le savoir de manière obligatoire. Et attention à ne pas confondre du coup avec la pressurisation de la cabine, à partir de quelle altitude, ce n'est pas du tout la même chose. Question numéro 3.
C'est une question à choix multiples où je te donne du coup une combinaison de réponses et à toi de me dire laquelle est la bonne. À quel moment une évacuation d'urgence peut être déclenchée? Petit 1, suite à une sortie de piste. Deuxièmement, suite au malaise d'un passager. Petit 3, suite à une accélération arrêt. Et petit 4, suite à un passager agressif. Donc dans cette question, tu vois, il y a 1, 2, 3 ou 4. Lequel de ces 4 réponses du coup sont justes? Est-ce que c'est 1, 3 et 4, 1, 2, 1, 3 ou alors 2, 3? Et là, comme à chaque fois, je te le redis, comme je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, c'est extrêmement important de bien lire les questions car elles ont leur importance, du moins les mots utilisés ont vraiment leur importance. Car là, je te rappelle, c'est à quel moment une évacuation d'urgence peut être déclenchée et non pas doit être déclenchée. Alors la réponse, j'espère que tu l'as trouvée, c'est la 1 et la 3. Donc ce sont les réponses 1 et 3 qui sont correctes. Donc on peut effectivement proposer une évacuation d'urgence, enfin initier du moins une évacuation d'urgence d'un avion suite à une sortie de piste. Dans ma compagnie aérienne, une sortie de piste d'avion est considérée comme une situation catastrophique et si on est par exemple dans ce paramètre-là, à ce moment-là, l'équipage va immédiatement enclencher une évacuation et sans même devoir forcément entre guillemets prévenir les pilotes et attendre l'aval du commandant de bord. On appuie sur des boutons spéciaux à l'intérieur de l'avion et on initie l'évacuation. Et le numéro 3 également, suite à une accélération arrêt, alors on peut également procéder à une évacuation. Alors si tu ne sais pas ce que c'est une accélération arrêt, en anglais on appelle ça un rejected takeoff. C'est quand l'avion est sur la piste, est prêt à décoller, qui commence à accélérer, accélérer, accélérer et que pour une raison ou une autre, une ordre du trafic control, un danger sur la piste, et ben l'avion freine de toute urgence. Et là, je peux te garantir que quand c'est à l'intérieur, quand tu es dans la cabine, et ben tu es très secoué et que tu flippes ta race. Et ben l'avion, paf, il s'arrête. À ce moment-là, la procédure, du moins dans ma compagnie aérienne, veut que on reçoive un ordre, qu'on aille à nos portes de responsabilité et qu'ensuite on attende des ordres du commandant de bord. Et à ce moment-là, et ben soit on évacue, soit on évacue pas. Et c'est pour ça que je te dis, c'est l'importance de la situation, pas l'importance du moins de la question et de bien lire car c'est peut être enclenché et non pas va être enclenché. Dans le cas d'une accélération à arrêt, effectivement, il y a une possibilité d'évacuation, mais ce n'est pas tout le temps le cas. C'est même pas souvent le cas, c'est rarissime dans les cas là. Par rapport aux autres réponses possibles, la numéro 2, évidemment, on n'évacue pas un avion parce qu'un passager fait un malaise. Hein, sinon, je pense que toutes les évacuations auraient lieu chaque matin dans tous les aéroports. Et la 4, suite à un passager agressif à bord, non, évidemment, on n'évacue pas un avion pour cette raison. Évidemment, plutôt on va le débarquer, voire appeler la police dans les cas extrêmes. Question numéro 4. À quoi vous fait penser ce scénario? Un passager est très angoissé en s'installant. Après le décollage, il se met à ventiler et à avoir des contractions musculaires et des crampes. Et ça, c'est typique de quelque chose médical. Alors, de quoi s'agit-il? Petit A, d'un infarctus du myocarde. Petit B, une crise de tétanie. Petit C, une crise d'épilepsie. Et enfin, petit D, une crise d'asthme. La réponse, je te la donne, mais sur pause si jamais tu veux encore réfléchir un petit peu, c'est évidemment une crise de tétanie. Alors là, pour le coup, pourquoi est-ce que c'est la crise de tétanie? Eh ben, c'est le fait qu'ils se mettent à ventiler et qu'il y a également en fait des contractions musculaires et des crampes. Parce qu'en fait, quelqu'un qui va prendre une crise de tétanie va beaucoup respirer, emmagasiner beaucoup trop d'oxygène et du coup, eh ben, la personne va se figer sur elle-même et ne plus pouvoir parler, avoir souvent les mains qui se crampent comme ça et c'est vraiment très impressionnant. Mais ce n'est pas du tout dangereux. La méthode pour calmer quelqu'un qui a une crise de tétanie, c'est tout simplement de lui poser des questions dites ouvertes où en fait on va l'inciter à parler et en parlant, eh ben, la personne va automatiquement réguler sa respiration et la crise de tétanie va disparaître comme par magie.
Les autres réponses sont fausses parce qu'une infarctus du myocarde va pas commencer forcément à avoir des contractions musculaires ou des crampes. Tout se situe forcément au niveau du cœur qui va se propager sur le niveau gauche. Une crise d'épilepsie, non, ce n'est pas possible parce que la personne va plutôt, en fonction que ce soit une crise d'épilepsie mineure ou majeure, va plutôt se secouer dans tous les sens. Si c'est une grande crise d'épilepsie, si c'est une petite, à ce moment-là, la personne va regarder dans le vide. Et là également, c'est franchement très impressionnant et va potentiellement perdre son urine, va se faire sur lui. Voilà, c'est pas très glamour, mais c'est du médical et ça reste quelque chose, entre guillemets, de naturel et d'humain qu'il faut savoir traiter et gérer si cela vous arrive. Et enfin, une crise d'asthme. La crise d'asthme, en fait, se met à ventiler à la limite, pourquoi pas, mais la crise d'asthme, va pouvoir s'associer du moins à une accélération assez brutale et très haute de la fréquence respiratoire, supérieure à 20 à 25 par minute. Et également la crise d'asthme, après un moment donné, il y a de la cyanosis, de la perte d'oxygène dans le sang. Donc c'est pour ça que ce n'est pas la bonne réponse dans ce cas-là. Et enfin, dernière question, question numéro 5, qui est un petit peu grande, donc du coup j'ai essayé de la compresser pour que vous puissiez la voir à l'écran. Un avion multimoteur dont la vitesse de croisière est de 190 nœuds et dont la route au-dessus de la mer s'écarte successivement à 72 nautical miles puis à 390 nautical miles d'aérodrome situé sur la côte où l'atterrissage est possible en cas d'urgence. Cet avion en question, petit 1, doit être équipé de gilets de sauvetage pour tous les occupants. Petit 2 n'a besoin d'aucun équipement particulier étant donné sa vitesse. Petit 3 doit être équipé de 2 balises de surveillance et de lot de survie adaptés. Et enfin, petit 4 doit être équipé de canaux de sauvetage ou de convertibles. Alors ça c'est une question, en plus les mots sont faits exprès pour vous faire peur. Parce que il y a le mot multimoteur. Alors multimoteur, simplement un avion avec plusieurs réacteurs, c'est pas compliqué. La vitesse de croisière, on parle de nautical miles par rapport à l'écartement qui se trouve par rapport à la côte. Donc tout ça est fait pour vous embrouiller. Donc grosso modo, retenez qu'il est loin de la côte et qu'il est du coup au-dessus de la mer. Donc du coup, de quoi doit-il être équipé? Donc il faut savoir si c'est 1, 2, 3, 4, si c'est 1, 2, 1, 4, etc. Donc première réponse, 1 et 3 sont exactes. Deuxième réponse, 1, 3 et 4 sont exactes. Enfin, 3 et 4 sont exacts ou seulement la numéro 2 est exacte. Et là, j'espère également que tu as la réponse. Sinon, une nouvelle fois, tu mets sur pause et le temps de relire correctement la question. Et bien, la réponse, c'est 1, 3 et 4 sont exacts. La seule fausse, c'est la 2. En toute logique, la réponse ne peut pas être « n'a besoin d'aucun équipement particulier étant donné sa vitesse ». Évidemment, ça paraît assez logique qu'un avion qui survole la mer doit forcément être équipé, que ce soit de gilets de sauvetage, doit être équipé de 2 balises de surveillance et de l'eau de survivance et de l'eau de survie adaptée et doit être équipé de canaux de sauvetage et de convertibles. Et tout ça, forcément, c'est dans le but de faire un amérissage. Et voilà, on arrive à la fin de ce petit épisode spécial CCA, spécial quiz. J'espère qu'il t'a plu. Également, si tu prépares le CCA, potentiellement tu vas préparer le TOEIC. Du coup, dans les notes de l'émission, je te mets un lien vers des bouquins TOEIC que j'ai utilisés moi-même à l'époque lorsque j'ai préparé le TOEIC. Donc je te le mets également dans les notes de l'émission. Un petit lien, c'est une page Amazon sur laquelle tu retrouves l'ensemble des bouquins pour que tu puisses également regarder correctement et que tu puisses faire ton choix si tu dois acheter un livre, car c'est vraiment très facile à préparer, mais il faut le faire de manière calme. Si tu as des questions, une nouvelle fois, n'hésite pas à le faire, et également surtout à t'abonner et à mettre un like et un commentaire positif. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.